Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lula. On parle politique, on va parler de la primaire citoyenne. Vous avez vu les résultats. À La Réunion, il y a à peu près 1800 personnes qui ont voté. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir Yves Duchman. Bonsoir, merci. La question c'est, une primaire citoyenne, est-ce que ça a apporté quelque chose ou pas? Disons que ça a fait émerger une nouvelle candidature. Bon, Madame Taubira est une personne vraiment de très haute qualité. Cependant, ça va défavoriser, il me semble, je ne suis pas politologue, mais je réfléchis un peu, ça va défavoriser le PS, puisqu'elle va certainement prendre des voix du PS, et aussi prendre des voix aussi peut-être des écologistes, certainement. Et donc, est-ce que ça va pas contribuer, puisqu'il y a une candidature en plus, à diviser la gauche et à la faire perdre? On verra ce résultat en mars. Alors, la question, ça sera plutôt en avril. Excusez-moi, en avril. La question est à gauche actuellement, quand on regarde, si on prend dans l'ordre d'arrivée dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, la dame de la maire de Paris, Hidalgo, Hidalgo, et aujourd'hui Taubira. Ça fait quand même 4 personnes aujourd'hui sur ce terrain à gauche. La question est, quel est d'abord l'électorat? Qu'est-ce qui reste de l'électorat de gauche? Effectivement. Beaucoup sont partis, il y a le centre-gauche, on dit aujourd'hui, avec M. Macron. Et pourtant, ces candidats, me semble-t-il, partagent les mêmes idées et ont souvent les mêmes projets. Moi, ce que je regrette, c'est que cette union de la gauche ne s'est pas faite. Et comme elle ne s'est pas faite parce que les égos sont surdimensionnés, je dirais, c'est vrai, est-ce qu'on pense à soi ou est-ce qu'on pense aux Français ? Et donc, cette union ne s'est pas faite et c'est là le grand malheur de la gauche. Et certains se sont prononcés déjà il y a à peu près 1 an, 2 ans, et c'est très bien parce que ils ont eu le temps de préparer le terrain, ils ont eu le temps aussi les électrices et les électeurs ont eu le temps de faire connaissance avec eux et c'est très bien. Mais ce qui est, encore une fois, est vraiment très déplorable, surtout pour des candidats qui prônent l'humanisme, d'être progressiste, qui n'arrivent pas à s'entendre et à mettre un en tête de liste, et pourquoi pas, les autres ne seront pas des godillots. On a parlé aussi de, d'une collégialité de gouvernement. Et c'est ce qui devrait se passer. Moi, je crois pas en la baguette magique d'un seul homme. Et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui. Un seul homme qui décide de tout. Et puis, il serait temps qu'il y ait une femme. C'est vrai que dans l'histoire de France et l'histoire de la première à la 5e République, aucune femme n'a été à la présidence de la République. Je pense que les femmes sont, je vais employer un terme, les manger par leurs propres camarades, par les éléphants de leur propre parti. Alors, dans ce cas-là, on va, sur ce que vient de dire Yvette Duchman, on va revenir à 2007, quand Ségolène Royal a atteint le second tour face à Nicolas Sarkozy. Je crois que c'est le seul moment dans la 5e République où une femme accède au second tour. Effectivement. Et ça, on parle de parité. D'ailleurs, c'est un peu faux, la parité, parce que
excusez-moi de vous le dire, j'ai été dans le milieu politique et les hommes font tout pour garder les clés. Hein. Et moi, je leur ai dit franchement, hein, vous êtes de gros menteurs. Il y a des commissions où nous n'apparaissons pas parce que c'est vous qui décidez. Et je vous laisse deviner quelles sont ces commissions. On est là. Fort heureusement, il y a eu cette loi, fort heureusement. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, on le sait bien, hein, pour qu'il y ait une vraie parité et aussi un vrai respect de la femme. Parce que quand on est candidate, on voit souvent, les journalistes aussi, excusez-moi de vous le dire, les médias, interrogent beaucoup, moi je l'ai vécu, hein, les hommes, mais n'interrogent pratiquement pas les femmes. Je l'ai vécu en politique. Je ne tire pas le boulet sur personne, mais je dis, ni sur les médias, mais je dis qu'on a besoin de grandir dans cette société et que les femmes ont toute leur place à prendre dans cette société. Nous le savons bien, vous et moi, Jismi. La place de la femme, quand on regarde l'évolution, et on va faire un petit peu d'histoire, si ça peut amener quelque chose, est-ce que la femme a eu droit de vote à quel moment en France? En 1945. Elle a voté la première fois en 1945. Et on regarde l'évolution de la place de la femme dans la société française et à quel moment elle a eu droit d'ouvrir un compte sans l'accord ou pas de son mari, à quel moment elle a eu droit de faire telle ou telle chose. D'avorter. À 75 pour l'avortement. Simone Veil, et là c'est la gauche qui va voter, c'est pas la droite, c'est la gauche qui fait passer la loi de Simone Veil, et on voit que la gauche va beaucoup apporter justement dans l'évolution du statut de la femme. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils s'unissent. La femme, la gauche a fait en sorte que la femme soit présente sur les listes, que par exemple à la région ou au département, un homme, une femme, c'est la gauche qui a bataillé pour ça. Et le paradoxe, c'est que la gauche n'arrive pas à s'entendre. C'est ça. Je vous dis, ce sont des gens qui sont profondément humanistes, mais il faut qu'ils aillent chez le médecin ou le psy et qu'ils fassent baisser leur ego. Pour que ils puissent s'entendre entre eux et qu'il y ait donc une décision pour que quelqu'un passe devant. Et encore une fois, moi je crois qu'aujourd'hui il faut gouverner ce pays en collégialité, c'est-à-dire les ministres, des vrais accompagnements. Le problème, c'est que quand De Gaulle demande la rédaction de la Constitution, qui est voté donc le 4 octobre 1958, la question c'est que il fallait De Gaulle voulait un pouvoir présidentiel. Il faut changer. Moi, je suis plus d'accord du tout avec cette vieille constitution qui n'est plus du tout adaptée. C'est comme l'Église, ça. L'Église, ce qu'elle dit, c'est bien, être bon, s'aimer, tout ça, c'est bon. Mais sauf que vous l'avez bien vu ces derniers temps, les scandales qui ont été causés, elle n'est plus du tout adaptée à notre monde qui a changé. L'Église ne change pas, notre monde change tous les jours. La 5e Constitution, excusez-moi, nous on a toujours été pour faire la 6e Constitution parce qu'il y a des dispositifs, notamment en matière de vote. Pourquoi ce sont ceux qui sont les plus riches qui peuvent toujours se présenter, pourquoi il y a des choses qui sont vraiment très mal faites en matière de loi, je vais pas les citer, et donc ça ne participe pas vraiment à une vraie, si on peut dire encore le mot aujourd'hui, parce que le mot il est tellement galvaudé et surtout pas suivi, une vraie démocratie. Si on reprend l'histoire des institutions en France, le vote pour le maire, au départ, c'était les plus riches qui votaient. Donc, qui faisaient voter. Mais je crois que ça continue, hein. Tout à fait. Voilà, parce que, excusez-moi, mais moi, je vois déjà des contrats qui sont distribués, des boîtes de chocolat, je les vois déjà, hein. Et là où j'habite, et voilà que je viens chez toi alors que je t'ai pas invité. Et puis, qu'est-ce qui manque encore? Contrat, boîte de chocolat, calendrier, à l'effigie du personnage. Tout ça, ça influence. Mais surtout,
mais surtout aussi de l'argent, ça je l'ai vu aussi. Eh ben, comment voulez-vous que le pauvre usager qui ne travaille pas, qui a une famille nombreuse, qui a un mauvais logement, eh ben, lui, il croit aux promesses électorales. Mais bon, et ça, on le voit, mais on laisse faire. Comment se fait-il justement que la population, au bout de tant d'années, 50 ans, de promesses non tenues, de tout ce qu'on leur a dit, de tout ce qu'on allait faire pour eux, il y en a qui sont toujours dans la même situation. Et lorsqu'on vient de nouveau leur faire des promesses, ils y croient toujours. Parce que ce sont des nouvelles promesses. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Par exemple, on leur fait même peur en leur disant « Attention, je t'ai donné 20 €. » Bon, je nomme personne, hein. J'ai vu, mais puis j'ai vu, quoi. Je peux pas lutter contre ça. Moi, j'ai dit zéro clientélisme, zéro populisme, parce que notre peuple a connu l'esclavage. Il est hors de question pour moi de perpétuer l'esclavage chez nos frères et sœurs réunionnais. Donc, ce que nous leur proposons, c'est le travail, le développement endogène de notre pays, l'emploi local pour tous ceux qui habitent ici, mais certainement pas les rabaisser pour un billet ou pour un contrat. Mais on y croit toujours parce que les politiciens, attention, les politiciens, certains sont, comment dire ça, bien organisés et bien argentés aussi, et savent s'y faire, bien rodés, je dirais, dans le mensonge. Mais la question reste quand même sur un élément, c'est que on le voit depuis de longues années, l'électeur modeste, il est toujours à la merci, oui, toujours, du politique, oui, qui a les moyens. Oui, bien sûr. Les politiciens se sont organisés en réseau, ce qui veut dire que ils savent comment faire, ils savent qui sont les familles et ils savent les besoins des familles. Et puis, ils maîtrisent aussi les dossiers des familles, hein, qui sont entre les mains de nos institutions. Et donc, quand on frappe à la porte, on sait souvent, pour les politiciens qui sont déjà dans les rouages, quels sont les besoins des familles. Et on va droit au but. Et je le dis parce que je l'ai vécu à cette dernière campagne. Et après, je sais pas je suis pas allée demander, particulièrement à une famille, qu'est-ce qui s'est passé, mais je vais finir par lui demander. Donc, on voit bien que le système électoral, la démocratie est une chose, le système électoral est une chose. Oui. Mais le comportement humain, j'allais dire, pervertit tout ça. Oui, il faudrait que l'usager puisse soit dire non, je suis digne, je vais essayer de trouver quelque chose, ou soit quand certains lui ont dit que attention, si tu mets pas le bon bulletin de vote, il y a des caméras et il y a des gens qui croient, hein, dans les bureaux de vote. Donc attention à toi, on saura. Vous voyez à quel point on est, et ça se passe en 2021. C'est grave quand même, hein. Donc je pense que l'espoir, c'est l'éducation, comme d'habitude. Il faut absolument que tout ceci soit expliqué aux élèves, aux enfants. Moi, je l'ai fait, hein. Les enseignants avaient peur. Je l'ai fait en toute transparence, hein. Voilà, les élections, il y a tel parti. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Les faire parler sur les élections. Qu'est-ce que vous avez besoin de votre quartier? Dans votre quartier. Et d'ailleurs, les conseils d'enfants sont, je trouve, très intéressants en mairie, au département. Je sais pas si à la région, mais très intéressants. Et donc, l'éducation et aussi, vous, médias, vous avez un rôle à jouer, c'est-à-dire aussi d'expliquer aux gens, peut-être pas seulement par les réseaux sociaux, le numérique, parce que les gens d'un certain âge ne les fréquentent pas, mais la télévision a un grand rôle à jouer. Mais malheureusement, les télés, parfois, ne passent que des candidats qui ont pignon sur rue et oublient les autres. Et heureusement qu'il y a les élections pour que tous les candidats
de quel que soit leur bord, puissent être visibles. Sinon, quand on fait parler les gens, s'il y a un drame, vous voyez, c'est toujours les mêmes qui parlent. Or, on a beaucoup de choses aussi à dire. Donc, moi, heureusement aussi, je ne critique pas les médias encore une fois, mais je dis qu'il faut plus d'ouverture. Heureusement qu'il y a la presse écrite. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous pouvons écrire aussi dans la presse écrite. Donc, je dirais, il y a l'éducation et puis il y a aussi un grand espoir et c'est les jeunes. Ce sont les jeunes. Il faut que les jeunes aillent voter. Et là aussi, le collège et le lycée ont encore un rôle à jouer et ils ne le font pas. Par exemple, et ils ne le font pas, ça c'est certain. La plupart ne le font pas. J'ai visité beaucoup de collèges et c'est vrai qu'il y a des collèges qui sont vraiment ouverts et passionnants. Il y a un fort contact avec les élèves. Bon, il y a des explications. Mais par exemple, si vous demandez à la plupart des collégiens quel est le budget de leur collège, qu'est-ce qui va se passer dans le collège? Quelles sont les réparations? Quels sont les profs? C'est quoi le boulot? C'est quoi le rôle d'un principal? Mais ils savent pas vous dire. Parce qu'ils rentrent là, ils sont comme des petits cobayes. On apprend aux enfants à être des cobayes, mais on n'apprend pas le sens critique et à comprendre où ils sont. Les enfants ne savent pas. Et l'école, ça devrait être pareil. Et partout où il y a de l'éducation, ça devrait être pareil. Donc, le grand espoir, c'est quand même les jeunes de la Réunion. Et là, j'ai vu qu'il y a des jeunes au lycée Plateau-Caillou, je crois, hôtelier, qui ont manifesté contre le pass vaccinal. Ben, je les félicite. Au moins, ils se disent ce qu'ils ont à dire, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, hein, mais au moins, ils s'expriment et on peut entendre leurs revendications. Ça, c'est bien. Mais j'allais dire, ce qu'on avait avant à l'école primaire, ce quart d'heure qu'on réservait à l'instruction civique, ça ne se fait plus non plus de toute façon. Les parents ne parlent plus à leurs enfants, les professeurs n'ont plus le temps d'avoir une vraie relation avec les élèves parce qu'aujourd'hui, le contexte a beaucoup évolué. C'est le programme et d'arriver à la fin du programme, à la fin de l'année, c'est la seule chose, que les notes soient bien mises, que les moyennes soient faites, que voilà. Que le rectorat soit content parce qu'il y a un pourcentage de bacheliers alors qu'ils ne maîtrisent pas les règles d'orthographe. Donc, je dis pas que encore une fois, je ne dis pas que tous les bacheliers sont des cancres ou que tout le monde fait des fautes, hein, mais ce sont les chiffres qui intéressent nos institutions parce que comme ça, chacun a son bon petit pressbook, il a bien travaillé à la Réunion, il a fait son bon petit travail, mais ce sens critique n'existe pas et surtout les résultats. Bon, surtout en ce moment avec cette pandémie, les résultats, on peut s'interroger dessus. Quelles sont les consignes qui sont passées aux enseignants aussi? Attention, il y a des consignes qui sont passées aux enseignants pour qu'il y ait un taux de réussite. Ici ou ailleurs, c'est grave. Et puis comme les programmes sont mal faits, ce sont des gens qui sont en haut de l'estrade, qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans une école. Certes, ils ont fait les grandes écoles, hein. Au niveau intelligence, ils sont bien plus intelligents que moi. Ils connaissent tout, mais en même temps, ils connaissent rien. Moi, je vois les élèves et je vois ce qui leur manque. Et il faut avoir aussi, non seulement une façon, il faut avoir de la pédagogie, mais il faut avoir aussi du bon sens dans l'école. Et ça, on ne l'enseigne pas ni aux enfants, ni aux enseignants. On en revient à ce quart d'heure d'échange entre élèves et profs en primaire qui a été supprimé. Savoir s'exprimer, savoir dire ce qu'on a à dire, ça s'apprend aussi à l'école. Bien sûr. Ça s'apprend à la maison. Depuis la maternelle. Voilà, ça s'apprend à la maison, mais ça s'apprend aussi à l'école. Mais là, non plus, on ne le fait plus. La France, qui a été une des meilleures en matière d'éducation, aujourd'hui, elle est à la traîne. Au bas de l'échelle. Ouais. Elle est au bas de l'échelle. Et surtout, si tu reviens sur le domaine de l'éducation, la France, qui est très jacobine, qui n'exécute pas du tout ce que l'Europe préconise en matière d'éducation. Et là, l'Europe a raison. Hein. J'ai lu en long, en large ce que préconise l'Europe.
l'Europe a raison, mais c'est pas suivi par la France, ou très peu. Et ici, on commence, et je dirais même mieux que les politiciens qui étaient complètement contre le bilinguisme avant, et ben maintenant, ils sont carrément pour, mais moi, je leur ai dit, il y a des Réunionnais qui sont battus toute leur vie, qui sont morts, méconnus, insultés, dénigrés, avant de vous vanter sur les réseaux sociaux, vous avez fait les états généraux du multilinguisme, et ben faites d'abord honneur à ces gens-là, parce que ce sont eux qui ont porté la croix. Et j'ai un grand respect pour eux. Et aujourd'hui, certains sont encore vivants. Eh ben, c'est eux qu'il faut mettre à l'honneur sur l'estrade et les écouter et appliquer ce qu'ils disent. Il y a une chose qui est vraie aussi, c'est que nous savons, avant, l'école était une échelle sociale. Ça permettait d'avoir un travail. Aujourd'hui, l'école n'a même plus cette... Ça fonctionne d'ascenseur. D'ascenseur. De Bourdieu, ben bien sûr. Il n'y en a plus. C'est-à-dire, on fait en masse, et on en revient au développement économique, qui, lui, stagne parce que il y a la loi des lobbies aussi. Il y a la loi des lobbies. Il y a la loi des politiciens. Donc, tout ceci mélangé, que peuvent faire les syndicats contre cela? Nous avons bien vu que ce grand groupe qui est venu s'installer à La Réunion, les politiciens n'ont rien pu faire. Peut-être qu'ils n'ont rien voulu faire non plus. Le rôle de politique est difficile, hein, ça c'est très difficile. Mais cependant, ceux qui dirigent, ceux qui sont à la tête de nos collectivités doivent peser fortement le pour et le contre. Et ils ne l'ont pas fait, par exemple, dans ce cas. Donc, pour qu'il y ait... Et puis, il y a aussi, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait de la mobilité pour ceux qui veulent. Mais la mobilité commence aussi à La Réunion. Donc, il faut ce fameux... ces bus, ces transports, cette nouvelle route, tout ceci doit être du littoral, tout ça doit être opérationnel, parce que aujourd'hui, ce qui empêche un jeune aussi de travailler à La Réunion même, c'est que quand il quitte Saint-Denis pour aller Saint-Pierre, il n'est pas sûr d'arriver à l'heure au travail, et l'employeur ne supporte pas ça, il a tout à fait raison. Et quand il habite ici, il a une maison ici, bon, je comprends aussi qu'il y a des difficultés pour habiter à Saint-Pierre, mais malheureusement, il faudra prendre un petit studio, un truc comme ça, mais où les gosses, la femme, la famille, si on a des parents qui sont malades. Donc, c'est ici qu'il faut créer. Et on a perdu énormément de temps. Oui. Le temps, c'est ce qui va nous manquer, justement. Oui. Merci, Yvette Duchemin, en tout cas pour cet échange. On a l'occasion de revenir sur cette façon de regarder la politique et de voir que finalement, la démocratie n'est pas en danger, mais il faudrait que la population reprenne le pouvoir. Main. Merci, Yvette Duchemin. Merci. On va marquer Télécréole. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes porteuses de handicap. Donc, nous avons mis en place une journée handi-fête au Parc du Colosse. La politique du handicap à Saint-André, comment vous le concevez ? Alors, avec la nouvelle municipalité, donc je suis élu depuis juin 2020, nous essayons de mettre en place tout ce qui dit handicap sur Saint-André. Parce qu'on se rend compte que, sans vouloir porter de jugement, ça n'existe pas. Pour moi, il n'y a aucun accompagnement pour les personnes porteuses de handicap. Il y a le CCAS qui essaie de faire un minimum, qui essaie de mettre en place des activités, mais on voit encore qu'il manque ce lien vers le public, vers les familles, vers les personnes qui sont porteuses de handicap et qui sont chez eux. Il y a encore ce grand manque à Saint-André, et c'est à cela que nous voulons pourvoir aujourd'hui. Quelle est votre vision de l'handicap ? Comment le faire évoluer ?
Comment améliorer la vie des personnes handicapées? Alors, la vision du handicap, c'est des personnes qui ont besoin de nous, qui n'ont pas besoin, peut-être pas d'aide, mais qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin de trouver des solutions, d'avoir des solutions à leurs problèmes. Et voilà, et l'accompagnement, c'est d'être présent, d'avoir une écoute déjà, un endroit où ils peuvent venir, ils peuvent être rassurés, ils peuvent être écoutés. Quel est votre premier projet que vous allez proposer sur le territoire de Saint-André? Nous, le premier projet, il est là aujourd'hui, c'est la journée Handifête. C'est faire une journée qui va se pérenniser tous les ans pour permettre aussi de valoriser les jeunes, que ce soit les établissements ou des jeunes dans le milieu ordinaire qui travaillent, qui sont là, qui font des choses, et mettre tout ça en valeur. D'abord, le travail à destination du public porteur de handicap, c'est quelque chose qui est, je pense, au quotidien. C'est justement un travail qui doit se faire au quotidien. Avec les services du CCS, ça passe notamment par le service aide légale sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, plus les familles, sur le montage des dossiers MDPH et autres, et autrement également avec les centres sociaux sur l'inclusion. Quelles sont les actions que le CCS mène à destination du public porteur de handicap? Comme on le disait, donc favoriser l'inclusion à travers les activités qu'on met en œuvre pour les familles de manière globale. Donc essayer d'insérer les personnes en situation de handicap, notamment avec le partenariat avec la LEFPA. Et ensuite de favoriser leur accueil, le développement de leurs droits au sein des différents services du CCS. Si des éléments du public de Saint-André souhaitent vous porter leurs problèmes au CCS, comment ils doivent faire? Alors directement au siège du CCS, domaine de la Vanille, sur les jours de semaine, donc de 8h à 4h. En ce moment, par rapport à la crise sanitaire, sur rendez-vous, et au service aide légale, et également au service pôle solidarité et handicap. Quel va être l'événement 2022 pour le CCS à destination du public porteur de handicap? C'est continuer notre politique d'inclusion à travers les différentes actions familles, et puis c'est maintenir cette manifestation. On a fait une première édition qui était, on va dire, un coup d'essai aujourd'hui au Parc du Colosse. Et 2022, on souhaite que cette manifestation prenne beaucoup plus d'ampleur et qu'on arrive à l'étoffer en associant beaucoup plus ce public. Alors, ce projet de la LEFPA, c'est quoi? Alors ça a été déjà de mettre en place des journées sur le handicap parce qu'il n'existait pas sur la ville de Saint-André. C'était aussi de valoriser ce qui est mis en place sur la LEFPA. Donc on a travaillé pendant des mois auprès de la mairie, du CCAS pour mettre en place cette journée Handifête. Quel sera le principal projet pour 2022? Ou alors, quelle sera la ligne de conduite pour 2022? Alors, on espère que les Handifêtes sera reconduit l'année prochaine et qu'on pourra à nouveau être partenaire de cet événement. Et puis, sera de mettre en place aussi l'inclusion au maximum des personnes en situation de handicap qu'on accueille sur l'établissement. Pour ceux qui souhaitent découvrir ou connaître un petit peu les compétences de la LEFPA, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors il y a des numéros qui sont disponibles. Il y a, par exemple, si l'année prochaine le projet est reconduit, il y a des stands informatifs où on est représenté. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour informer sur les dispositifs. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la LEFPA? Alors la LEFPA, c'est une association qui accueille des enfants et des adolescents en situation de handicap, donc diagnostiqués déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. Déficience intellectuelle, donc c'est diagnostiqué par la MDPH et donc ils nous sont orientés. Moi par exemple je travaille sur l'IM Raymond là où on accueille des enfants et des adolescents. Il y a aussi le pôle adulte qui accueille des adultes sur des champs un peu plus professionnels. Nous on est là pour développer ou maintenir de l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. À l'IM Raymond Alla, nous accompagnons des jeunes de 14 à 20 ans et moi je travaille sur un dispositif qui concerne les jeunes accueillis sur l'amendement Creton, donc en fait qui ont plus de 20 ans et qui travaillent l'inclusion en milieu ordinaire. Aujourd'hui, sur cette journée internationale du handicap, en fait, nous avons profité pour travailler avec des partenaires avec lesquels les jeunes ils sont déjà en inclusion, pour faire connaître les partenaires, pour découvrir de nouvelles activités, montrer que les jeunes
sont accueillis en institution, mais aussi dans le milieu ordinaire autour d'activités telles que le jardinage, telles que le sport ou bien d'autres activités. Aujourd'hui, spécialement pour cette journée du handicap, donc les jeunes de l'IME ont préparé différents spectacles autour des activités qu'ils pratiquent quotidiennement. On a des prestations de meringue, prestations de percussion, de la danse, aussi du jardinage. Et les jeunes aujourd'hui, on les voit épanouis, contents de cet événement organisé pour eux. Tous se sont amusés et prennent plaisir dans cette journée. En matière de public porteur de handicap, quels sont les dispositifs mis en place par Corbeil d'Or ? Alors, donc, on est un service d'aide à domicile, d'accompagnement à domicile. On intervient auprès d'un public fragile et d'un public en situation de handicap. Donc, on fait de l'accompagnement. On est, on va dire, pour 2022, on est la seule structure depuis 5 ans, structure certifiée Cap-Andéo. Dire que ce label permet de travailler avec les structures. Donc on a des exigences d'un cahier des charges qu'on a mis dans la structure pour avoir cette certification-là. Et donc pour 2022, de travailler plus sur le handicap avec la MDPH, avec les personnes du conseil départemental, parce que c'est complètement notre principal donneur d'ordre. Donc pour 2022, axé sur tout ce qui dit le handicap. Aujourd'hui, comment ça se passe à vos auxiliaires de vie, vos aides à domicile? Comment ils travaillent justement avec ce public porteur de handicap? Alors depuis 2012, nous on a privilégié la formation de nos intervenants à domicile. Donc depuis 2012, on va dire tous nos salariés sont formés, accompagnement pour la conduite des véhicules à mobilité réduite, pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc on approuve notre cahier des charges au niveau du secteur de service à la personne, nous impose aussi la formation de tout notre personnel. Donc ça veut dire que depuis 2012, on a fait un grand programme de formation. Donc tous nos aides à domicile sont soit diplômantes, soit certifiantes par un organisme de formation agréé. Aujourd'hui, selon le cahier des charges national ou le cahier des charges départemental, quelles sont aujourd'hui les exigences sur lesquelles vous ne pouvez pas, tergiverser? Il n'y a pas de cahier des charges et aujourd'hui, on rentre plus dans tout ce qui dit la professionnalisation, toutes les exigences, c'est-à-dire que pour l'accompagnement de nos personnes en situation de handicap ou personnes âgées, et donc de là, le cahier des charges nous donne des exigences à être aux normes et aussi être vigilant, puisque on va dire qu'il y a de l'abus de faiblesse, l'isolement, donc sortir de ces personnes-là de l'isolement et de l'accompagner au jour le jour, de chaque jour, comme on dit, chaque jour que Dieu fait. Qu'est-ce que cela exige? On a parlé de la formation, des aides à domicile. Les personnes porteuses de handicap, généralement, qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ils attendent, on va dire, de sortir de l'isolement, puisqu'on va dire, moi-même, mes parents, j'ai mon frère qui est handicapé, qui est tétraplégique. Donc de là, je vois que, c'est-à-dire qu'ils sont isolés. Heureusement, on va dire qu'on a nos parents, on a nos frères et sœurs qui viennent tous les week-ends, on va dire, autour d'une table, discuter. C'est la présence humaine pour pouvoir sortir de leur quotidien, qui sont isolés chez eux.